Tu étais là pour mes premières dents, quand la petite souris est passée, pour mettre une pièce sous l'oreiller. T'as changé mes couches, quand j'avais encore qu'une petite tête blonde. Tu m'as lu des histoires pour m'endormir. Tu as mouché mon nez quand il coulait et qu'il se rebouchait encore. Avec toi, j'ai soufflé mes premières bougies, j'ai déballé mes premiers cadeaux, tous ces jouets sous le sapin. Et plus tard, j'aurais voulu un petit vélo. J'aurais découvert ma première console. J'aurais déjà bien grandi. J'aurais connu des voyages, dans des pays plus loin. J'aurais passé des examens. J'aurais eu mon premier appartement. J'aurais touché mon premier salaire. Mais tu ne serais déjà plus là pour ça. Et tu ne serais pas là non plus, ni pour mon mariage, ni quand j'achèterai ma maison, ni pour mes enfants, ni pour tout le reste. J'ai bien profité de ces heures avec toi. J'aurais voulu suspendre le temps, que durent toujours ces moments doux. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai un magnifique rayon de soleil qui est en train de venir sur mon visage. Je voulais partager ce petit moment avec toi. Ça me fait bien plaisir aussi que tu sois là pour écouter cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est un peu délicat et tabou, qui sont les croyances et les jugements qu'on peut avoir sur l'argent. Et on va voir comment mettre de la conscience sur ses pensées, sur ses croyances sur l'argent. C'est ce qui t'aide aussi à passer à l'action, à prendre confiance en toi et en tes décisions. Donc avant, il y a peut-être 4-5 ans, j'étais vraiment, par rapport à l'argent, par rapport à ces sujets-là, j'étais vraiment méfiant et ultra économe en fait. Et j'avais du mal à dépenser, y compris dans des choses qui me tenaient à cœur ou qui pouvaient concrètement m'aider. Et typiquement, même acheter un livre, acheter une formation, ou payer pour une formation, ou même pour un ordinateur que j'utilise tous les jours ou un téléphone portable, pour moi, c'était un vrai calvaire. Et j'avais du mal à passer à l'action parce que je passais des heures à comparer toutes les caractéristiques, à lire les avis. Et je passais beaucoup plus de temps à faire ça qu'à utiliser vraiment ce que j'achetais. Et j'étais vraiment dans un cercle vicieux en fait, parce que l'argent que je gagnais, je considérais que c'est quelque chose pour lequel je faisais des sacrifices. Et donc, comme j'avais ce rapport avec l'argent, avec la façon de gagner l'argent, pour moi aussi, la dépense que je faisais de cet argent, c'était un sacrifice et c'était une souffrance. Et donc je venais combler en fait le manque de sens dans mon activité parce que j'achetais aussi des choses de manière un peu accumulative, un peu par obsession, des jeux de société, des jeux vidéo, des choses que j'accumulais sans vraiment les utiliser à fond. Pour certains, ça peut être des habits, ça peut être des gadgets technologiques ou pire, ça peut être des addictions comme l'alcool, le tabac. Et donc, pour moi, ça avait vraiment... mes dépenses, ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Et quand j'ai commencé à me former en développement personnel, j'ai été aussi assez méfiant finalement parce que je pensais que les formateurs, les coachs ou les personnes que j'avais en face de moi ou qui faisaient des conférences, j'avais une croyance que ces personnes-là aient profité de la douleur des personnes pour vendre leur formation. Et pour moi, c'était une forme d'arnaque et de manipulation. Et par exemple, j'ai été en 2014 à une conférence de David Laroche. Si tu ne le connais pas, David Laroche, c'est peut-être un des plus gros youtubeurs en France sur la question du développement personnel. Et dans cette conférence, c'était vraiment à ses débuts. Il faisait témoigner une personne handicapée. Cette personne a témoigné sur son vécu. Et en fait, il montrait à quel point cette personne était courageuse et à quel point cette personne avait une vie inspirante. Et moi, à cette époque, j'étais vraiment
méfiant de ça. Et parce que je me suis dit, mais il joue sur la corde sensible, et puis c'est quelque chose, il utilise ça pour manipuler les gens, et puis j'étais de manière générale vraiment assez méfiant. Et vis-à-vis de la vente en général, vis-à-vis des vendeurs, parce que inconsciemment, je jugeais l'argent comme quelque chose de mauvais. Je pensais que les gens qui en avaient beaucoup, qui avaient de l'argent, c'était forcément des mauvaises personnes, que c'était des personnes qui arnaquaient les autres, et aussi qu'il fallait forcément souffrir pour gagner de l'argent. Et donc implicitement que gagner de l'argent en faisant quelque chose qui me plaît ou qui me nourrit vraiment, c'était impossible. En fait, c'est très paradoxal, mais j'ai fait, je te l'ai raconté un peu dans les épisodes précédents, j'ai fait des études dans un métier qui me passionnait, qui est le son, et j'ai fait une école de cinéma, et j'ai travaillé pour la radio dans un grand groupe français de radio. Et très paradoxalement, une fois que j'ai commencé à travailler, une fois que j'ai commencé à mettre en mode ok, maintenant je suis un professionnel, je travaille, inconsciemment j'ai décidé que ok, j'étais prêt à faire des sacrifices, parce que pour gagner de l'argent, il fallait faire des sacrifices et il fallait souffrir. Et même si j'étais dans un domaine qui à la base me plaisait plus, c'est quelque chose que je voyais autour de moi, que les gens en fait avaient ce rapport-là à l'argent, avaient ce rapport de en fait c'est un métier, donc c'est un sacrifice, et donc tu souffres. Et donc gagner de l'argent, c'est souffrir. Et donc ça, implicitement, ça veut dire que si tu veux faire quelque chose qui te plaît et dans lequel tu es épanoui, et c'est incompatible avec le fait de gagner de l'argent. Et donc j'ai compris vraiment tous ces schémas inconscients que j'avais sur l'argent beaucoup plus tard. C'est plus en 2019 quand j'ai vraiment commencé à me former sur ce que c'était que la finance personnelle, et sur ce qu'était mon état d'esprit vis-à-vis de l'argent en fait. Et j'ai compris à ce moment-là que je pourrais mourir en étant le plus riche du cimetière si je faisais que mettre des sous de côté, et que l'argent en fait c'était pas quelque chose de mal fondamentalement, que c'était juste un outil qui sert à faire des échanges, et que cet outil-là il n'a de valeur que si tu fais des échanges, et qu'il perd de la valeur quand il est juste sur un compte bancaire. Parce que l'argent en soi, il n'a pas de valeur. En soi, c'est une pure création, c'est un objet qui incarne la confiance, et c'est un outil d'échange qui est vivant et qui prend du sens que quand il sert à faire des échanges. Il y a une citation de Sacha Guitry qui dit que l'argent n'a de valeur que quand il sort de votre poche, et il n'en a pas quand il rentre. Et donc j'ai découvert que quand je donnais au contraire du sens à mes dépenses, que quand j'achetais pas des gadgets pour combler un manque, pour combler une absence de sens, quand j'achetais des choses qui faisaient vraiment du sens pour moi et que j'avais vraiment envie d'utiliser, l'argent, ça pouvait devenir un outil vraiment puissant. Et que à ce moment-là, ces dépenses-là, ça devenait même des investissements, parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, en achetant des choses qui faisaient du sens pour moi et que j'utilisais dans un but très précis, j'étais plus heureux, j'étais plus aligné, en meilleure forme, et j'étais plus efficace aussi quand je travaille avec des choses qui me plaisent, et que la conséquence, c'est que finalement, ça m'aide à gagner plus d'argent. Donc en fait, c'est une sorte de cercle vertueux. Alors maintenant, tu te dis peut-être, ok, où est-ce qu'il veut en venir avec toute cette histoire autour de l'argent, et c'est quoi le rapport avec les orphelins résilients? Et j'y viens, justement. Parce que quand je me suis formé justement sur cette question du deuil, j'ai découvert que aussi il y avait une économie autour de la question de la mort, qu'il y avait par exemple les pompes funèbres, qu'il y avait les conseillers funéraires, qu'il y avait toutes sortes de professions aussi, jusqu'aux des thérapeutes, des médiums, et très vite j'ai aussi entendu beaucoup de jugements sur ces entreprises-là, et parce que moi-même avant j'avais aussi tous ces jugements, parce qu'en fait les gens ne comprennent pas qu'on puisse par exemple dépenser des fortunes pour un cercueil ou pour une cérémonie. Et surtout, ce qui fait scandale derrière ça, c'est que en face, il y a des entreprises comme les pompes funèbres qui peuvent vendre ça très cher. Et en fait, on les accuse un peu de profiter de la douleur et de la détresse des gens. Et sûrement,
dans tes proches, depuis que tu vis ton deuil, tu as peut-être entendu des conseils, des mises en garde vis-à-vis de ton argent. Et peut-être même en plus, pour peu que tu aies touché un héritage, eh ben, on te conseille de te méfier, on te dit oui, mais tu es fragile. Et souvent ça vient de la famille, ça vient des amis, de ton entourage. Et toutes ces personnes qui sont de bonne intention, qui voient la détresse que tu traverses et qui veulent te protéger. Mais en te protégeant, ils peuvent vouloir aussi interférer sur les décisions que tu prends vis-à-vis de ton argent. Et pendant longtemps, avant que je travaille sur ces questions-là, j'aurais été sûrement du même avis. Mais depuis, comme tu l'as compris, j'ai radicalement changé mon point de vue là-dessus parce que pour moi, la vraie question qui se pose derrière ça, et la vraie question qu'il faut te poser si tu es en deuil et si tu t'interroges sur les dépenses que tu fais, c'est quoi ta situation financière, objectivement. Parce que si tu t'apprêtes à faire une dépense et que cette dépense, elle risque de te mettre en vraie difficulté, au point que tu peux plus t'acheter à manger, au point que tu peux plus te loger, ou tu peux plus garantir ta sécurité, alors là, oui, c'est sûr, évidemment, tu dois y réfléchir à 2 fois. Évidemment, tu dois faire un point précis sur tes finances et tu dois faire ça avant de t'engager dans une nouvelle dépense. Mais généralement, c'est pas le cas. Et généralement, les conseils des proches, ils s'appuient pas du tout sur un constat chiffré. Ils s'appuient pas du tout sur un constat très clair de ta situation financière, mais il s'appuie plus sur un malaise, sur la question de l'argent et sur toutes les croyances dont je t'ai parlé. Et en général, de manière raisonnable, tu feras jamais une dépense qui va vraiment mettre ta vie en danger. Et si c'est une dépense qui fait du sens pour toi, alors elle sera peut-être plus bénéfique et potentiellement elle aura plus d'impact sur d'autres domaines de ta vie et notamment sur le domaine financier. Donc c'est important de vraiment mettre ces conseils en perspective. Et parce que surtout, en fait, moi je trouve que, une fois de plus, je trouve que c'est presque méprisant en fait de te juger en te disant que parce que tu es en souffrance, parce que tu vis un deuil, tout à coup tu perdrais complètement ton libre arbitre, que tu te ferais manipuler, arnaquer, que tu serais plus capable de savoir si tu es en train de te faire influencer. Je trouve que c'est montrer assez peu de considération pour qui tu es. Et c'est encore une fois, c'est pas te laisser la liberté de vivre tes croyances et de dépenser pour des choses qui font du sens pour toi. Et au lieu d'écouter ta souffrance, au lieu d'écouter les envies que tu peux avoir, on se concentre juste sur la question de l'argent et sur dire oui mais c'est mal, oui mais on te manipule. C'est une nouvelle façon de prendre pitié de toi et de te retirer du pouvoir. Pour moi ça reflète vraiment une mauvaise compréhension du deuil en fait. Parce que on va trouver normal qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent pour fumer, pour acheter toutes sortes de gadgets, des télés, des smartphones, ou des voitures. Mais quand il s'agit de payer une cérémonie, quand il s'agit d'acheter une tombe, ou quand il s'agit de te faire accompagner, d'investir en toi, ou te faire aider pour te remettre d'une épreuve de vie particulièrement douloureuse, là, tout à coup, ça fait scandale. En gros, tu vis la mort d'un parent, puis tu vis le deuil, et ensuite, on va en plus te condamner à la mort de ton porte-monnaie, en fait. C'est une sorte de mentalité mortifère sur l'argent qui instaure de la méfiance, et on te dit tu es fragile, tu es vulnérable, tu vas te faire arnaquer. Et en gros, il faudrait tout bloquer et tout verrouiller pendant quelques années, alors que c'est peut-être le moment dans ta vie où ta vie elle prend le plus de sens, où tu as des prises de conscience qui sont les plus profondes et où tu vis pleinement ce que c'est qu'être un être humain vivant et où l'argent peut prendre vraiment le plus de sens pour toi. Et peut-être c'est un moment où, je sais pas, tu as envie de partir en voyage, peut-être c'est un moment où tu as envie de te faire tatouer ou de t'inspirer ou de t'ouvrir à des nouvelles expériences. Et juste te bloquer dans cette période-là, je trouve que c'est encore une fois t'infliger beaucoup de jugements. Et aujourd'hui, au-delà des conseils que ces proches peuvent te donner ou de ce que je t'explique à travers mon vécu, c'est
c'est qui la personne que tu aurais envie d'être? Est-ce que tu aurais envie d'être une personne méfiante qui doit tout analyser pour prendre une décision d'achat? Ou quand tu dépenses, tu doutes, tu te méfies, tu as peur de te faire avoir, ou tu veux juste tu penses juste est-ce que je pourrais me faire rembourser? Ou est-ce que tu veux être une personne confiante, qui se fait plaisir, qui a envie de miser sur elle-même, qui dépense pour des choses qui font du sens pour elle et qui a envie de faire des nouvelles expériences? Parce que c'est vraiment une histoire d'énergie en fait. Plus que même du prix de ce que tu achètes, parce que souvent c'est ce qui est critiqué quand on critique les gens qui achètent ou qui vendent des tombes, mais s'ils ont envie si pour eux ça fait du sens en fait, si dans leur croyance acheter une belle tombe à un parent qui est mort, c'est quelque chose qui fait du sens et que c'est comme ça qu'ils ont envie de dépenser leur argent, qui est-on pour les juger en fait? Donc c'est vraiment plus que le prix, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel tu fais ces dépenses qui jouent en fait. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu comme expérience liée à l'argent dans ton deuil? Est-ce que tu as vécu des expériences un peu comme celle dont je t'ai partagé? Et où est-ce que tu en es par rapport à ça? Viens nous en parler dans le groupe des orphelins résilients. Ce que tu as compris, c'est un groupe dans lequel on n'a pas spécialement de tabou sur ces questions-là. Et en tout cas, on est dans une logique vraiment bienveillante et empathique. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je t'offrirai un moment de respiration et de méditation.